Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui est très rare, une maladie qui touche les enfants et les adolescents et aussi les adultes. C'est ce qu'on appelle la maladie de Wilson. Alors, la maladie de Wilson, c'est une maladie génétique qui se caractérise par une accumulation anormale de cuivre dans l'organisme. D'accord? C'est une maladie qui est évolutive, elle s'aggrave progressivement et elle peut être la cause d'une atteinte hépatique et des troubles neurologiques et psychiatriques. Alors, le cuivre, c'est un élément qui est primordial et qui est indispensable pour la croissance et pour le développement. Il entre dans la composition d'un grand nombre de protéines et il se trouve dans certains aliments, comme par exemple les abats et les fruits secs et le chocolat noir, etc. D'accord? Et physiologiquement, après l'absorption des cuivres, une partie passe dans le sang et le reste sera éliminé dans les déchets et dans la bile. D'accord? Ça, c'est la norme, ça, c'est la physiologie. Bien sûr, tout le monde connaît c'est quoi la bile. Hein? C'est un liquide qui est verdâtre ou bien jaunâtre, qui est fabriqué par le foie et qui se trouve au niveau de la vésicule biliaire. Donc, la vésicule biliaire, c'est un réservoir de la bile. Alors, lorsqu'on parle de la physiologie, lorsqu'on parle de la norme, après l'absorption des cuivres, une partie passe dans le sang et le reste sera éliminé dans la bile et dans les déchets. Mais pour les personnes qui souffrent de la maladie de Wilson, le cuivre ne s'absorbe pas parce qu'il y a un manque ou bien une absence des protéines qui intervient dans son métabolisme. Raison pour laquelle il s'accumule progressivement dans le sang et dans le foie et aussi au niveau des autres organes comme par exemple le cerveau, comme la moelle osseuse, la cornée et le rein. D'accord? Donc c'est ça le mécanisme de la maladie de Wilson. Il s'agit d'une accumulation des cuivres dans l'organisme avec une quantité qui est très importante, hein, qui dépasse la norme. C'est une accumulation qui est nuisible pour la santé. Alors, en ce qui concerne les symptômes, normalement, dans 50 à 60% des cas, on trouve des problèmes hépatiques. Et rarement, on peut trouver des troubles neurologiques et psychiatriques. Pour l'atteinte hépatique, elle se manifeste par des douleurs au niveau du ventre. Et on trouve aussi la perte de poids, c'est ce qu'on appelle l'amaigrissement, et aussi la perte de l'appétit, c'est ce qu'on appelle l'anorexie, et aussi parmi les manifestations hépatiques, c'est l'ictère, hein, et aussi l'hépatomégalie, ça veut dire l'augmentation du volume du foie, etc. Et pour les troubles neurologiques, normalement, ils se diffèrent d'un cas à un autre, selon l'atteinte. Par exemple, chez l'enfant, on remarque des troubles de l'attention et des troubles de la concentration, ce qui va influencer péjorativement sur le parcours scolaire et sur le rendement scolaire de l'enfant. On trouve aussi des problèmes de l'écriture, donc l'enfant trouve une difficulté à écrire, c'est ce qu'on appelle la micrographie. Aussi parmi les troubles neurologiques qu'on peut trouver dans ce cas, c'est le tremblement qui s'aggrave par les activités qui demandent de la précision, comme l'écriture par exemple. On trouve aussi les troubles de la marche, hein. Le patient se présente avec une boiterie, les troubles de coordination aussi, les ataxies, et aussi l'hypertonie et la rigidité musculaire au niveau des différents muscles, que ce soit les muscles des membres supérieurs, bien les muscles des membres inférieurs, bien les deux, en fonction de l'atteinte et de la lésion. Donc, généralement, pour les symptômes, on a une atteinte qui est hépatique et on a des troubles neurologiques, sans oublier bien sûr les troubles psychiatriques, les troubles cognitifs et les troubles de comportement. Alors, on passe maintenant au traitement. Heureusement, il existe un traitement efficace. Hein? Il existe un traitement médicamenteux qui permet de traiter complètement la maladie et permet ça veut dire d'arrêter l'évolution défavorable de la maladie et éradiquer complètement les symptômes. Mais à condition, hein, le traitement médicamenteux peut être efficace
et il peut donner les résultats souhaités s'il est bien fait. Il ne faut pas arrêter le traitement. C'est un traitement à vie, d'accord? Donc, le traitement ne doit pas être interrompu, sauf en cas d'une allergie, par exemple, ou bien d'une intolérance. Et seulement le médecin traitant qui a le droit d'arrêter le traitement ou bien le remplacer par un autre en cas de besoin, d'accord? Et le traitement médicamenteux, le médicament principal, c'est le dépénicillamine. Et en parallèle avec le traitement médicamenteux, le patient doit suivre avec un nutritionniste pour lui donner un régime alimentaire qui est convenable avec son état de santé. D'accord? Et le régime alimentaire, normalement, il doit être pauvre en cuivre. Ça, c'est normal. Alors, on passe maintenant à ce qui nous intéresse, c'est la rééducation. On va juste citer les grandes lignes. On ne va pas trop détailler. Le traitement kinésithérapique se fait selon l'état général des patients et selon les signes cliniques et aussi selon l'évolution de la maladie. D'accord? Normalement, on peut parler de 3 phases. La première phase qui est dite la phase de l'installation de la maladie. La deuxième phase, c'est la phase de la récupération. Et la troisième phase, c'est la phase séquelaire. Alors, on commence par la première phase, qui est la phase de l'installation de la maladie. Elle débute lorsque le médecin traitant pose le diagnostic et se prolonge jusqu'à l'apparition des premiers résultats du traitement. D'accord? Donc, la première phase, c'est entre la pose du diagnostic et l'apparition des premiers résultats des traitements. C'est presque 6 mois. Et dans cette phase, le kinésithérapeute doit aider le patient à améliorer ses capacités physiques et il doit intervenir s'il y a des troubles fonctionnels. Parce que dans cette phase, on peut trouver des petits problèmes sur le plan fonctionnel, comme par exemple les problèmes de l'écriture. Pour la deuxième phase, qui est dite la phase de récupération, c'est presque 2 ans, 2 ans après le début du traitement. Et si le traitement est bien fait, sûrement il y aura une amélioration. Il y aura une grande amélioration. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour avoir un bon résultat, il faut suivre le traitement correctement, à bon escient, avec discernement. D'accord? Il ne faut pas arrêter le traitement sans avis médical. D'accord? Donc, il faut suivre le traitement d'une manière régulière. D'accord? Sinon, s'il n'y a pas une amélioration, la kinésithérapie reste primordiale pour prévenir contre les déformations morphologiques qui peuvent arriver et aussi contre les mouvements anormaux. Parce que la maladie de Wilson se caractérise par des mouvements anormaux qui arrivent dans certains cas. Par exemple, la dystonie. Les dystonies en général, c'est quoi? Ce sont des mouvements anormaux. Ce sont des contractions musculaires involontaires qui arrivent dans une partie du corps ou bien dans plusieurs parties du corps. Donc, ce sont des mouvements anormaux. Et ces mouvements anormaux peuvent causer des problèmes de la posture et de la statique et des problèmes fonctionnels. Parce que généralement, dans tous les cas, les atteintes musculaires, que ce soit la douleur musculaire, la myalgie, ou bien l'hypertonie, ou bien les contractures, laissent un impact péjoratif sur la morphologie et sur la fonction des membres qui est atteint, bien des segments des membres qui est atteint. D'accord? Par exemple, lorsqu'on parle de la torticolis, c'est quoi la torticolis? C'est une douleur au niveau des rachis cervicales. L'origine de cette douleur, c'est quoi? Ce sont les contractures des muscles sternoclédo-occipito-mastoïdiens. D'accord? Et cela va provoquer des problèmes sur le plan fonctionnel et aussi des déformations morphologiques. Le patient va se présenter avec une flexion cervicale et avec une inclinaison au mont latéral droite ou gauche. Donc, cette déformation est due à quoi? C'est quoi l'origine de cette déformation? C'est l'hypertonie ou bien le raccourcissement des muscles sternoclédo-occipito-mastoïdiens. C'est presque la même chose. Les dystonies, ce sont des mouvements anormaux, ce sont des contractions musculaires qui sont involontaires et incontrôlables. Le patient n'arrive pas à les contrôler. Par exemple, si on trouve une dystonie au niveau des quadriceps, ou bien au niveau des disques jambiers, ou bien au niveau des triceps serrales, donc, lorsque vous allez voir le patient, vous allez trouver un tremblement au niveau des membres inférieurs.
parce que les muscles se contractent d'une manière qui est rapide et le patient n'arrive pas à contrôler ces contractions. Donc, on trouve un tremblement et ce tremblement va gêner la marche. D'accord? Pour la troisième phase, brièvement, c'est la phase séquelaire. Hein, comme son nom l'indique, dans cette phase, il y a les séquelles. D'accord? Les séquelles de la maladie. Cette phase concerne surtout les patients qui ne suivent pas le traitement d'une façon qui est régulière ou bien qui ont déjà commencé le traitement, par exemple, puis ils ont arrêté la thérapie à l'improviste, sans avis médical ni rien du tout. Ou bien les patients qui n'ont pas commencé le traitement dans le bon moment. D'accord? Ça veut dire ils ont commencé le traitement après l'apparition et après l'installation des lésions cérébrales irréversibles. D'accord? Automatiquement, lorsqu'on parle d'une lésion cérébrale, donc il y aura un déficit moteur ou bien sensitif ou bien les troubles de coordination et de l'équilibre, etc. D'accord? Et dans ce cas, les objectifs de la rééducation, c'est le maintien de l'autonomie des patients et la récupération des amplitudes articulaires perdues. S'il y a des raideurs articulaires, on utilise les différentes techniques de récupération des amplitudes comme la mobilisation passive et aussi les postures, hein, postures manuelles, contractées, relâchées par exemple. Et aussi parmi les objectifs de la rééducation dans ce cas, c'est le travail de la marche. On travaille normalement selon les signes cliniques qu'on trouve chez le patient. D'accord? On peut trouver les signes des syndromes cérébelleux, hein, les troubles de l'équilibre, les troubles de la marche. Lorsqu'on demande par exemple au patient de se mettre en position debout et fermer les yeux, étendre les membres supérieurs en avant, avec les yeux fermés, il va sentir une sensation de chute en arrière. Hein? C'est le test de Romberg. Cela signifie qu'il y a une lésion ou bien une atteinte au niveau du cervelet ou bien au niveau des voies cérébelleuses. D'accord? Et pour garder son équilibre, il doit élargir son polygone de sustentation. Donc, généralement, les signes du syndrome cérébelleux peuvent accompagner la maladie de Wilson. Et aussi les signes des syndromes extrapyramidal, d'accord, comme par exemple le tremblement, la kinésie, l'hypertonie et les signes généraux comme les troubles visuels, comme les troubles sphinctériens dans les stades avancés, etc. D'accord? Donc, dans ce cas, le protocole de la rééducation doit être identique à celui des syndromes qui accompagnent la maladie, que ce soit le syndrome cérébelleux ou bien le syndrome parkinsonien, etc. Donc là, je parle des patients qui souffrent de la maladie de Wilson et en même temps, ils se présentent avec des troubles neurologiques. C'est très rare, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans la plupart des cas, on ne trouve pas de troubles neurologiques, on trouve seulement une atteinte hépatique, mais parfois, hein, on peut trouver les troubles neurologiques. Et dans ce cas, bien sûr, les séances de la kinésithérapie doivent être focalisées sur les exercices de la rééducation postérale et proprioceptive.